Dordogne Info, des messages d'information locale et départementale. Vous êtes en charge des sports pour le département. Qu'est-ce que vous pensez de cette inauguration du stade en l'honneur de Marie-Josée Pérec ? Moi, je suis ravie. Lorsqu'on est élu et qu'on porte un projet d'investissement et qu'on peut assister à son aboutissement, c'est toujours une grande joie. Et puis pour l'athlétisme périgourdin, et notamment avec les jeunes qui performent dès le plus jeune âge, c'est un investissement qui était nécessaire pour l'agglomération de Périgueux. J'en suis très heureuse. Donc tout un complexe pour l'athlétisme avec il y a 8 pistes pour le 100 mètres, 8 couloirs et 6 couloirs pour une piste circulaire, et sans parler de tout ce qui est prévu pour le saut en hauteur, saut en longueur. Oui, les aires de lancée et autres. C'est un équipement qui est complet et qui était nécessaire, même si pendant la période des travaux on a trouvé des solutions temporaires avec notamment la ville de Trélissac ou celle de Chamiers. Ici, les clubs sont heureux parce que la formation va pouvoir se faire avec les jeunes des différentes écoles, et puis tous sports confondus toutes disciplines confondues, vont pouvoir bénéficier de ce nouvel équipement. Puis on espère aussi pouvoir accueillir de belles compétitions. Bien sûr, mais comment a été sélectionné le nom de Marie-Josée Pérec alors ? Personnellement, moi je suis élue au conseil départemental, on n'a pas été associé au choix du nom, ça revient à la ville de Périgueux, mais moi je suis très heureuse qu'une grande championne comme Marie-Josée Pérec puisse avoir son nom au niveau du département de la Dordogne. C'est une grande fierté. À Périgueux en plus, merci Christelle Drugol. Merci. On écoute maintenant quelques extraits de la conférence de presse qui s'est tenue donc jeudi 28 août 2025. On aura l'inauguration officielle de notre stade d'athlétisme avec des démonstrations. Je vois d'ailleurs plein de jeunes habillés en tenue pour montrer le potentiel de tout ce stade d'athlétisme. Je ne vais pas être plus long, il y aura des prises de parole après, puis je pense que vous n'êtes pas venus m'écouter sur ce temps. Et je vais laisser la conférence se dérouler. Merci aussi d'avoir préparé ce temps d'échange avec Marie-Jo Pérec qui va nous permettre d'aborder sa carrière, sa vie et plein de questions que vous avez sûrement les uns et les autres en tête. Merci. Merci Monsieur Lavitola, maire de Périgueux. Xavier Dalmont, journaliste sportif. Marie-Josée Pérec. J'ai cherché une icône, une légende, et puis je me suis dit que j'allais prendre les deux mots. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très sympa d'avoir répondu à cette invitation. Le stade d'athlétisme va porter votre nom dans quelques minutes. Et je me suis dit, combien de stades en France portent votre nom ? Attention Marie-Jo, j'ai cherché. Combien ? Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Alors effectivement, cette question, je ne pourrais pas répondre parce que je dis toujours oui, parce que je pense que c'est nécessaire. En dehors d'être un honneur, je pense que c'est important en fait qu'on raconte les histoires des gens. Ça inspire ceux qui viennent derrière. Donc je dis oui et puis j'essaie de trouver un moment de venir. Voilà. Mais le nombre, je ne sais pas. Cette piste est très attendue ici. Il y a 11 clubs d'athlétisme en Dordogne, attendus par les athlètes, attendus par le milieu scolaire. Est-ce que pour vous, l'outil, c'est quelque chose de primordial ? Est-ce que l'infrastructure permet de faire avancer ? Alors moi, je pense que c'est très important pour ceux qui pratiquent d'avoir un lieu, de se retrouver, d'avoir en fait un outil où lorsqu'on vient, déjà ça nous donne envie de venir, de trouver en fait sur ce stade vraiment ce qu'il faut pour la pratique. Lorsqu'on va à l'étranger, lorsqu'on voit ce qu'ont les autres et les résultats qu'ils ont derrière, on se dit qu'on se doit chez nous que nos sportifs, nos jeunes puissent en fait avoir des lieux où dès qu'ils arrivent, ça donne envie. Voilà. Alors c'est vrai que cet outil est évidemment très important pour les athlètes, je l'ai dit, mais aussi pour le milieu scolaire. Est-ce que tout part de l'école ? Alors moi je ne dirais pas le contraire, parce que moi je n'ai pas démarré dans un club, j'étais un cours de PS, donc moi c'est une prof de PS qui m'a découvert, j'avais presque 16 ans, donc pour moi c'est vraiment important que les écoles puissent trouver des lieux où les élèves pratiquent le sport. On sait que le sport, c'est d'abord ce lien social qu'on a, c'est les échanges avec les autres. On apprend les règles de la vie.
On partage beaucoup de choses dans ces lieux-là. Donc, c'est important que les villes, les départements, les régions, en tout cas, se disent que c'est important pour notre jeunesse. Vous, c'est un 60 mètres qu'on vous demande de courir dans la cour du lycée à Basse-Terre. Ma prof, elle nous demande, puisque en fait, il y avait 2 classes, elle avait demandé aux élèves de courir à 60 mètres. Et moi, lorsque c'était mon tour, elle a cru que le chrono n'avait pas fonctionné. Elle s'est dit, j'ai dû le démarrer pas au bon moment. Donc elle m'a demandé de le refaire et elle s'est rendue compte que non, il avait bien fonctionné. Et puis moi, cette carrière, elle démarre vraiment là, puisque en l'espace de 3 semaines de ma petite ville de Basse-Terre, je me suis retrouvée au championnat de France en métropole. Donc bravo les profs de sport qui s'occupent bien de leurs élèves. Et qui ont des doutes sur les chronos. Marie-Jo Pérec, évidemment on va parler de Basse-Terre, on va parler de la Guadeloupe, on va parler de votre carrière. On a l'impression que c'est un peu morne-pleine depuis Renaud Lavillenie, un petit peu. Il y a des jeunes pousses qui arrivent, Milan Klemenic qui est là dans la salle, en est la preuve. Quel est votre regard là-dessus ? Alors moi, je pense que l'athlétisme, alors déjà, c'est un sport qui est très difficile. Ouais. C'est dans la même veine que le vélo ou la natation. Ce sont des sports qui sont assez durs. Et moi, je pense que les résultats qu'on a depuis que les JO existent, les gens ne le savent pas vraiment ou ne font pas trop attention. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un sport qu'on survend. On parle toujours qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'a pas beaucoup qu'on est déçu de nos résultats. Mais sur toutes ces années de compétition, en fait, la France, on n'a jamais été une grande nation en athlétisme. Lorsqu'on regarde en fait les médaillés aux Jeux, on n'est pas très nombreux. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sport qui est survendu. Et puis moi, j'ai envie de dire aux gens, en fait, c'est un sport qui est pratiqué dans le monde entier. C'est-à-dire, lorsqu'on se présente aux JO, pratiquement toutes les nations courent. Je ne vais pas essayer de faire de comparaison avec d'autres sports, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sports où il n'y a que quelques nations qui pratiquent. Donc forcément, on a plus de médailles. Et je trouve que les athlètes, finalement, s'en sortent très bien, parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Les résultats qu'on a, eh bien, on les a par rapport à l'investissement qu'on y met. Et moi, j'ai envie de dire, tous les jeunes qui arrivent, parce que on a quand même, moi, je trouve, des bons résultats. Oui. Il faut féliciter nos jeunes, les encourager, vraiment être à leur écoute. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais moi, je n'aime pas entendre que l'athlétisme, par rapport à tel ou tel sport, est moins bien. Je parlais il y a quelques instants de Milan sur 400 mètres, vice-champion d'Europe U20, il est dans cette salle. Vous, le 400 mètres, ça vous parle. En Périgord, ça parle aussi parce que Nicole Duclos était la reine du 400 mètres. C'est vous qui battez son record. Effectivement, Nicole, moi je l'ai rencontrée sur mon premier championnat de France à Tours en 88. Elles étaient venues toutes les deux puisque elles étaient amies rivales avec Colette Besson. Elles ont toutes les deux eu le record du monde. Donc des Françaises, c'était quelque chose. Ce sont 2 femmes, moi j'avais 20 ans, 2 femmes qui sont venues à ma rencontre, qui m'ont raconté le sport, qui m'ont beaucoup parlé. J'ai pas eu la chance de venir voir Nicole Duclos chez elle, mais Colette Besson, elle m'avait invitée pendant 1 mois chez elle, en fait, à la Réunion avant les Jeux de Barcelone. Donc ce sont des gens, en fait, qui m'ont donné la main, qui m'ont raconté... Qui ont transmis. Et c'est important. Et c'est pour ça que nous aussi, derrière, on se doit de passer ce témoin, d'expliquer aux jeunes ce qu'ils vont découvrir, ce qui va se passer pour eux. Et d'ailleurs, avec mon mari, Sébastien Foucras, qui est dans la salle, nous avons un programme d'accompagnement qui s'appelle les Étoiles du sport, qui existe depuis 23 ans, où c'est exactement ce qu'on fait. Ce sont les grands champions qui parrainent les jeunes. Ce sont tous les sports, donc ce ne sont pas que des sports olympiques. Et donc, les générations, les athlètes qui ont réussi, ils apportent justement cette expérience qu'ils ont aux plus jeunes pour leur expliquer
c'est quoi ce parcours et tout ce qu'on peut rencontrer de bien ou de moins bien. Voilà. Alors, dans quelques minutes, il y a un micro qui sera à votre disposition si vous souhaitez poser des questions à Marie-Josée Pérec. Le 400 mètres, pourquoi cette distance? Est-ce qu'un jour, vous n'auriez pas pu tenter le 800, par exemple? Alors, le 400 mètres, moi, c'est une distance qui m'a plu tout de suite, parce que c'est un tour de piste, qu'on a le temps de réfléchir, parce qu'il faut un peu de stratégie. Il faut aussi beaucoup de mental, parce que le dernier 100 mètres, il est très dur. On a le lactique, en fait, qui remonte dans les jambes. Et là, vraiment, sur les 100 derniers mètres, moi, je pense sincèrement, lorsqu'on a une préparation quasiment comme les autres, c'est vraiment le mental qui fait la différence. Et moi, c'est ce que j'aimais, en fait, sur cette épreuve. C'est celui qui supportait le plus cette partie très, très compliquée de la course. Alors, le 800, moi, je crois que j'aurais été une très grande coureuse de 8. D'ailleurs, avant les Jeux de Barcelone, 3-4 semaines avant, j'avais fait un 800 à l'entraînement, je faisais 2 minutes. Donc 2 minutes, aujourd'hui, on peut faire une finale mondiale avec ça. Il y a une chose qui me faisait peur, c'est la petite cloche qui disait qu'il restait encore un tour. Alors là, je pense que j'avais plus de jambes. Alors évidemment, on va revenir sur les dates importantes de votre carrière. Il y en a plein, 91, 92, 96. Mais je voudrais juste qu'on s'arrête un instant. Je crois qu'il y a un an, jour pour jour, débutaient les Jeux paralympiques de Paris. Les Jeux, jour pour jour, dans leur ensemble, les Jeux de Paris ont été une réussite considérable. Il y a une image qui m'a touché, comme beaucoup de Français. C'est évidemment le moment où Tony Estanguet vous appelle le matin de la cérémonie d'ouverture. Il y a un reportage fantastique de France Télévisions là-dessus. On ne vous voit pas, on vous entend. Il a mis le haut-parleur. Vous éclatez en sanglots. Ces pleurs sont bouleversants. Et je voudrais savoir, Marie-Jo, pourquoi vous pleurez à ce moment-là? Ce que représente pour vous l'annonce de Tony Estanguet qui vous dit « C'est toi qui vas allumer la vasque avec Teddy Riner ». Ça me ramène sur ces émotions, c'est fou. Je vois. Parce que pour moi, c'était une belle reconnaissance. Je pense sincèrement, il y a d'autres personnes qui auraient pu avoir cette place. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était Zidane. Alors moi, Zidane, c'est mon... Oui. Comme beaucoup d'entre vous ici, je pense que c'est l'un des athlètes vraiment qui nous a fait rêver. Et il y a beaucoup de gens qui me disent mais non, ça sera pas Zidane parce que le foot n'est pas olympique. Mais je trouvais que c'était en fait quelqu'un qui avait cette aura et qui pouvait en fait allumer la vasque. Donc forcément, pendant un an, moi j'ai pensé qu'à ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient mais appelle Tony, c'est ton ami. Moi je pensais que ça se faisait pas. On s'est rencontrés plusieurs fois, un an avant les Jeux. On a eu beaucoup d'actions qu'on a menées sur le terrain. Moi, je ne lui en ai jamais parlé parce que je pensais que ça se faisait pas. Et c'est vrai que le matin, il m'avait envoyé un petit message la veille en me disant « Écoute, je t'appelle demain matin entre 9h et 9h30 ». Moi, j'avais déjà commencé à travailler pour la radio RTL. Et je crois qu'on s'arrêtait à 8h30. Je suis vite rentrée chez moi en me disant mais il faut que je sois toute seule pour recevoir ce coup de fil parce que si c'est non ou si c'est quelque chose dans ce genre-là, ça allait être très dur en fait à gérer parce que franchement pour moi c'était mon rêve ultime. Est-ce que c'est aussi fort qu'une médaille? C'est ce que je dis. C'est vraiment pour moi c'est la 4e médaille que je n'ai pas eue à Sydney. C'est vraiment la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir. Et puis, moi, j'ai envie de dire, quelques semaines avant, il y avait eu les élections législatives en France. Donc, je trouvais aussi que c'était un geste un peu politique. Et je pense que de montrer, en fait, notre France avec tout ce qu'elle a de multiculturel, c'était important de faire cela. Donc, moi, j'étais vraiment très, très touchée. Alors, justement, puisque vous parlez de ce sujet-là, je voulais qu'on évoque 1991 et 1992, mais volontairement, on va passer à 1996. Les Jeux d'Atlanta. C'est la ville du pasteur Martin Luther King. Mohamed Ali allume la vasque. L'image a fait le tour du monde, comme la vôtre avec Teddy Riner. Mohamed Ali tremblant. Votre entraîneur de l'époque, John Smith, lutte contre le racisme depuis des années. Et vous, athlète de couleur, vous obtenez quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous considérez
qu'à l'occasion de ces Jeux, Marie-Jo, le peuple noir a frappé un grand coup et envoyé un message au monde entier? Je vais tout d'abord dire que moi j'ai grandi avec ma grand-mère qui était fan de Mohamed Ali. Donc moi je crois que j'avais 6 ans. Il y avait eu le match de Kinshasa en Afrique. Et avec mes frères et sœurs et mes cousins, on était chez ma mamie. Et elle nous a appelés pour écouter à la radio. Ils étaient en train de parler de ce combat. Et ma mamie, en fait, moi j'ai cette image d'elle. On n'a pas tout compris. Elle me disait oh, c'est vraiment extraordinaire. Et puis elle était vraiment très très heureuse. Moi c'est cette image que j'ai gardée de mon enfance. Et en fait elle en parlait beaucoup. Elle était amoureuse des grandes figures, ma mamie. Donc elle disait toujours un tel a fait ci, un tel a fait ça. Je pense que ça vient de là. Mais moi je me suis intéressée très tôt à Mohamed Ali parce que ma mamie, en fait, elle en était fan. Donc forcément pour moi, lorsque j'arrive à Atlanta, je suis porte-drapeau de la délégation française. Je suis la seule avec mon coach à savoir que je veux marquer l'histoire des Jeux et donc je vais concourir pour 2 épreuves. Les planètes étaient alignées. Bien sûr, et de voir Mohamed Ali, d'être dans la ville de Martin Luther King. En fait, pour moi, tout ça, c'était en fait une source de motivation et de force extraordinaire que j'allais puiser en fait là-dedans. Et je me dis, mais de toute façon, t'as pas le choix. Ça va se passer là. Et t'as intérêt faut que tu tiennes le coup. Voilà. Est-ce que dans votre carrière, vous avez souffert du racisme? Moi, je dirais, oui, bien sûr, le racisme ordinaire. Bien sûr qu'il y a des gens qui nous font ressentir des choses qui sont pas très sympas. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça parce que je pense qu'il y a des cons partout, non? Mais heureusement qu'il y a Oui. Il y a plus de gens qui vont dans l'autre sens et qui comprennent que on doit vivre ensemble et que le monde justement est fait de personnes différentes et qu'on doit être tolérant, qu'on doit essayer de comprendre l'autre. Et c'est important ça. Et je trouve que le sport nous permet cela. Alors on va passer la parole au public dans quelques minutes évidemment, mais là maintenant on revient un petit peu en arrière. 1991, championnat du monde à Tokyo, vous êtes championne du monde. 1992 arrive Barcelone et ce fameux 400 mètres. Qu'on s'arrête un instant, je ne sais pas si vous l'avez encore dans l'oreille, moi forcément, l'âge aidant, j'ai les commentaires de Patrick Montel sur France Télévisions, de Charles Pietri sur Canal+, et Charles Pietri qui dit, au moment où vous allez vous mettre en place, qui dit, tous ses adversaires sont autour d'elle. C'est-à-dire sur la piste, mais aussi dans le stade. Il y a une pression énorme à ce moment-là. Racontez-nous comment vous vivez la situation, parce que vous êtes archi-favorite, parce que quand vous arrivez à Barcelone, vous êtes favorite parce que vous êtes championne du monde en titre. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment on gère la pression? Alors, comment on la gère? Alors aujourd'hui, les athlètes, ils ont des préparateurs mentaux, ils ont des coachs qui les accompagnent en fait sur les grands événements. Donc en fait, ils savent comment faire. Pour ma part, je me disais que j'avais juste du mental. Mais c'est vrai qu'en rentrant dans le stade, 80 000 personnes, 85 000 personnes, on sait que c'est la finale, on regarde l'écran, on voit que les caméras sont posées sur vous. Donc en fait, ça vous met une pression de dingue. Moi, j'ai toujours eu très peur. Je ne mangeais pas avant, je ne dormais pas avant. J'avais cette envie de parler en faisant les choses. Parler sans ouvrir la bouche, c'est très compliqué. Donc en fait, il fallait que ce que je fasse, que ce soit beau, que ce soit esthétique. Et donc je me mettais cette pression incroyable. Et là, j'ai découvert vraiment cette pression qui venait du stade. Et en marchant dans le stade pour aller me poser derrière mon start,
Moi, j'avais tellement peur que j'avais l'impression que mon cœur il battait comme si que j'avais déjà couru. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'il va sortir, qu'il va s'en aller, tellement c'était intense. Et puis, j'attendais derrière mon start. Et je me disais, mais je suis comme une petite fourmi, j'ai l'impression qu'on va m'écraser, parce que c'est écrasant, c'est cette pression. Et puis d'un coup, je me dis, mais il faut qu'on se parle dans ces cas-là, il faut que tu te transformes en quelque chose de fort, qui fera que tu vas te sentir mieux. Et en étant derrière mon start, j'ai eu en fait cette image de quand moi j'étais en Guadeloupe, j'habitais à côté d'une rivière, je jouais avec mes amis, on grimpait aux arbres et tout. Et il y a eu ce bruit des enfants qui jouent, les cris, le bruit de la rivière. Et quand il y a eu le bruit de la rivière, d'un coup, mon cœur, en fait, il a vraiment baissé en fait en intensité. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi quand je pense à ça, je me sens bien et que ça me fait du bien. Et donc en fait, j'avais découvert finalement la visualisation par hasard, ce qu'on fait aujourd'hui avec les athlètes. Donc je pense que chez moi, c'était quelque chose d'inné que j'ai ensuite utilisé sur toutes les autres compétitions jusqu'à la fin de ma carrière. Donc voilà comment je m'en suis sortie. C'était la rivière de votre enfance, celle de Basse-Terre ? C'est ça, celle aux écrevisses, où j'allais pêcher aux écrevisses. Je passais mon temps à faire ça. Des oiseaux ? Oui. Ah, vous connaissez ? Attendez, pour une fricassée d'oiseaux, moi je prends l'avion dans 10 minutes. Hein. Si vous avez des oiseaux, je peux vous en faire. Donc ça c'est 1992, cette pression terrible avant le 400 mètres à Barcelone. Et puis après, il y a un autre moment de stress qui là m'a étonné quand on étudie un peu votre carrière. Là on repart du côté d'Atlanta. Vous avez donc 2 médailles d'or en poche, le 400 de Barcelone, le 400 d'Atlanta. Et là on vous attend sur le 200. Moi je me dis tous les clignotants sont au vert, zéro risque, c'est que du bonus. Et non, patatras, 1 heure avant 200 mètres, vous dites à votre entraîneur, John Smith, votre entraîneur de l'époque, je vais pas y arriver, je me sens pas bien. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, lorsqu'on part pour 2 courses comme celle-là, en fait, ça fait 8 courses en l'espace de 7 jours. Et quelquefois, on peut ne pas être bien préparé. Donc moi, sur la partie nutrition, je pense qu'on avait mal géré les choses. Mais c'était aussi nouveau pour mon coach. Et en fait, moi, j'ai fait une petite crise d'hypo entre la demi-finale et la finale, d'où je me sens pas bien. On avait 1h30 de battement entre la demi et la finale. Et cette crise d'hypo, elle est arrivée en fait à ce moment-là. Et je disais à mon coach, mais j'ai plus de jambes, j'étais couchée derrière sur le stade d'échauffement et je n'arrivais pas à me lever. Et donc mon coach, il me dit, ça va aller, on attend, tu prends une banane, ça va aller, et ça n'allait toujours pas. Et lorsque c'était le moment de partir en chambre d'appel, il me dit, tu vas faire 2-3 départs, puisque toutes les autres coureuses en fait avaient commencé à refaire leur échauffement. Alors moi j'ai fait un départ qui était vraiment très mauvais, et donc les Américaines, puisqu'il y en avait 2 dans la finale, il y en a une qui m'a dit, oh Marie, tu crois que c'est avec un départ comme ça que tu feras quelque chose ? Et donc elle rigolait, donc il y avait quand même une pression incroyable. Et moi j'étais là, je me disais, mais j'ai plus de jambes, je me sens pas bien. De plus, j'ai déjà fait 4 400, 3 200, donc ça fait beaucoup de courses. Donc le doute arrive très vite, puisqu'on ne se sent pas bien. Et en partant à la chambre d'appel, je dis à mon coach, toutes ces filles qui sont des coureuses de 100 mètres, elles avaient des trapèzes, elles avaient des muscles, j'étais tout en longueur, on ne voyait rien du tout. Donc c'était impressionnant de voir des gens aussi musclés. Et, on se disait, mais on ne va pas tenir face à des filles comme ça. Et je lui dis, mais ça va pas aller. Et je lui dis, mais tu sais coach, après 100 mètres de course, je vais être dernière.
Et il me dit ah, mais en partant, il me dit, tu crois qu'après 100 mètres de course, tu vas être dernière? Non, après 120 mètres de course, tu seras dernière. Et moi, je le regarde comme ça. Et je dis, mais là, c'est fini. Il me dit, non, Marie, la course, elle démarre là. Tu es une coureuse de 4. Comme tu as dit, ce sont des courses de 100 mètres. Donc, la course, elle démarre là. Effectivement, quand on regarde cette course, après 100 mètres de course, c'est même mieux. Je regarde et je dis, wow, putain, je suis même pas dernière. Donc, j'étais 5e. Et là, on voit que je remonte et je fais la plus belle course de toute ma vie. Et puis, techniquement, c'est un cas d'école parce que c'est très beau à voir. Il y a beaucoup de fluidité, c'est aérien, je vais chercher devant, ça tracte. Et puis, la fin de course, elle est fabuleuse. Ouais. C'est un effort extrêmement violent sur la fin. Le mental. Le mental. 2 entraîneurs ont marqué votre carrière, Jacques Piacenta et John Smith, on vient de l'évoquer. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Je sais qu'on vous a déjà posé la question, il y a beaucoup de rigueur chez Jacques Piacenta. John Smith, peut-être que ça swing un peu plus. Hein, voilà. Est-ce que vous considérez, alors parlez-nous un peu de la différence qu'il y a entre les deux, et est-ce que selon vous, aujourd'hui, les sportifs de haut niveau sont dans l'obligation d'avoir plusieurs entraîneurs pour évoluer, pour progresser? Alors, moi, je vais répondre à la deuxième question. Moi, je pense que l'athlétisme, en fait, c'est un sport qui est très dur. Je pense que les athlètes devraient choisir leur coach en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'à chaque période de nos carrières, on a plus ou moins besoin de personnes un peu différentes. Moi, je pense que le choix que j'ai fait d'aller voir Jacques Piacenta étant plus jeune, je pense que ça m'a bien cadré. En fait, toute la partie technique, je l'ai apprise avec lui. C'était quelqu'un de très rigoureux, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, moi, c'est ce qu'il me fallait en fait à ce moment-là. Et puis, je pense que le coach, en fait, aurait dû grandir avec nous, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, lorsqu'on a compris l'entraînement, lorsqu'on a acquis en fait des connaissances sur ce qui nous convient, c'est bien que le coach puisse discuter en fait avec nous pour la suite, ce que n'a pas fait Jacques Piacenta, parce que c'était quelqu'un d'assez rigide. Et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je retrouve avec John Smith, quelqu'un qui discutait beaucoup de l'entraînement, qui expliquait vraiment, qui s'asseyait avec l'athlète, qui essayait de comprendre ce qu'il a envie de faire, de dire. Et en tout cas, moi, je pense que le choix que j'ai fait, dans l'ordre qu'il a été fait, était le bon. Ouais. Dans votre carrière, quel rapport aviez-vous avec les journalistes? Très mauvais. Et pourquoi? Parce que je pense que moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas envie de raconter ce que je faisais. Je parle comme ça depuis très peu, parce qu'avant je m'exprimais pas du tout sur ce que je faisais. Moi j'avais le sentiment que moi ce que je voulais c'était m'entraîner dans mon coin et puis arriver comme une fleur et faire des choses et puis repartir. Et j'avais pas envie d'expliquer ce que je faisais, comment je le faisais. Je trouvais que c'était pas important de raconter tout cela et je faisais pas d'effort. Je faisais aucun effort, donc forcément quand on est comme ça, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent parce que vous ne donnez pas d'informations. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour les jeunes parce qu'ils ont les réseaux sociaux, ils peuvent raconter un peu ce qu'ils font et puis surtout raconter la vérité de ce qu'ils font, alors que sur ces périodes-là, on pouvait voir un peu n'importe quoi, même si quelquefois on avait fait l'effort de dire voilà, j'ai fait comme ça, si aujourd'hui c'est plus facile. Voilà. Bon, il y a un clash que tout le monde connaît entre vous et la presse écrite. Entre vous et le journal L'Équipe, 1991, vous faites la une du journal, c'est une photo de dos. Ça vous agace à juste titre prodigieusement, et vous le dites ensuite, un an plus tard, après la finale du 400 mètres à Barcelone, à Jérôme Bureau, avec qui vous aurez des relations d'ailleurs assez sympas par la suite. Est-ce que vous mesurez que cette photo un peu sexiste, très sexiste,
Est-ce que vous mesurez que finalement vous avez rendu un très grand service aux femmes dans ce monde du sport qui est machiste? Peut-être un peu moins qu'avant. Moi, j'avoue que ça m'a fait choquer. Alors, je n'ai pas attendu un an pour le lui dire. J'avais pris mon téléphone et je l'avais appelé à l'équipe en lui disant, mais en fait, je voudrais juste comprendre pourquoi cette photo. Et en fait, sa réponse, elle n'était pas... il m'a dit, parce que t'as de jolies fesses. Donc, j'étais très en colère et donc, c'est vrai qu'au JO, quand je l'ai vu rentrer à la conférence de presse le lendemain matin, je lui ai dit, écoute, toi tu peux partir parce qu'on sait ce que tu vas faire. Donc t'as pas besoin de rester. C'était un peu... J'aurais pas dû faire comme ça. Vous le regrettez avec du recul? Mais je pense que ça nous a rendu service, les femmes, je pense. Parce que souvent... Parce que souvent, en fait, nos performances, elles sont accompagnées de... elle est jolie. En fait, la performance en elle-même n'est pas mise en avant. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Alors, je vais me tourner vers le public, nombreux ici au Parc des Sports, au Stade Francis Rongiras. Il y a 2 micros, je crois, qui sont dans le public. Si vous avez des questions à poser. Alors, qui souhaite poser la première question? Monsieur, bien sûr. On va vous passer le micro. Marie-Josée Pérec, bonjour. Êtes-vous contente que la piste d'athlétisme va porter votre nom à Périgueux? Et aimez-vous cette ville, Périgueux? Et pourquoi Périgueux? Alors, pourquoi Périgueux? Moi, tout d'abord, j'ai envie de dire que lorsqu'on vous demande qu'un stade porte votre nom, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un honneur, c'est un grand honneur. Je trouve que c'est une belle manière, en fait, de mettre à l'honneur le parcours des sportifs, que c'est important que ceux qui viennent derrière se disent que c'est possible. Moi, je pense que si chez moi en Guadeloupe, on avait mis le nom d'un grand coureur, je pense que ça m'aurait beaucoup inspiré. Je pense que c'est vraiment important. Donc, moi, je crois qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on nous demande quelque chose de si important, on n'a pas le droit de dire non. Et pour moi, le Périgord, alors, c'est la bonne bouffe. Moi, j'adore manger. Si vous n'aviez pas été championne de très très haut niveau, qu'est-ce que vous auriez fait, Marie-Jo? Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, je pense que j'aurais fait quelque chose de grand, parce que ma mamie, elle avait vraiment, on a vraiment été élevés de cette manière. Peut-être que les mots de ma mamie, ils ont résonné très fort chez moi, mais moi, j'ai toujours entendu dire, elle me dit, tu vois, Gertie Archimède, c'est la première femme de Guadeloupe qui a passé le barreau à Paris. En fait, elle avait toujours des petites phrases comme ça tout le temps. Et je pense que lorsqu'on est comme ça avec les enfants, en fait, c'est comme si qu'on avait mis des petites graines qui vont pousser plus tard. Et en fait, ça donne envie de devenir quelqu'un, de faire quelque chose de grand, de fort. Et je pense que c'est important. Voilà. Le prénom de votre mamie, c'était Éléonore, c'est ça? Et je crois que c'est elle qui disait, si tu trébuches, tu t'essuies les genoux et tu avances. Oui. Ça résume tout. Hein. Tu te relèves. Est-ce qu'en Guadeloupe, dans votre beau département de la Guadeloupe, est-ce que vous avez des infrastructures comme nous avons ici en métropole, ou est-ce qu'il y a encore un peu de retard à ce niveau-là, ou pas? Alors, on fait des efforts, mais il y a encore un peu de retard. Mais on fait des efforts. Allez, je me tourne à nouveau vers la salle. Vous me faites signe si vous souhaitez prendre le micro, bien sûr. Bonjour Marie-Jo, alors Madame Émotion m'excusera si je perds un peu mes moyens en posant cette question, parce que je suis à titre personnel très content de pouvoir te poser une question. En tant que président du Présentez-vous. en tant que président du comité départemental,
Je tiens d'abord à te remercier infiniment d'être présente parce que tu fais honneur non seulement à la ville de Périgueux, mais aussi à tout l'athlétisme périgourdin. Et je peux te dire qu'il y a un certain nombre de jeunes athlètes là à qui, quand je ai annoncé qu'il y avait Marie-Josée Pérec qui venait, des multiples étoiles ont été dans leurs yeux. Et j'invite tous ceux, parce que certes tu es une très grande athlète, mais aussi une très grande dame, tous ceux qui ne le connaissent pas à lire ce livre. Hein, à quoi ça sert? Rien ne sert de courir. Ça date un petit peu, hein, et tu as effectivement beaucoup changé depuis. Mais dans ce livre, vous apprendrez autre chose que 48-25, c'est-à-dire le record de Marie-Josée Pérec. Aussi, je voulais te dire que dans ce livre, j'ai lu quelque chose et je vois que le chemin a été fait. Tu dis, j'ai été une reine et je ne suis plus rien. Moi, je peux te dire que tu es une reine et que tu resteras toujours une reine et qu'au-delà de Marie-Josée Pérec restera un personnage phénoménal. Alors bien sûr, j'ai une question. Il y a quelques athlètes ici qui sont des hauts niveaux et qui ont commencé beaucoup plus jeunes que toi. Et moi, un de mes chevaux de bataille, et c'est pas le président de la Ligue qui me dira le contraire, c'est le fait de préserver les athlètes. Toi, tu as eu la chance, tu as commencé plutôt tard et la croissance n'était pas terminée, mais enfin, tu as commencé doucement. À titre personnel, je pense qu'il n'est pas très bon de faire de la championnite trop jeune, et notamment au sein de la fédération, il y a un certain nombre de personnes qui promeuvent les championnats de France minimes, etc., etc. Donc je voulais avoir ton sentiment là-dessus, toi qui as progressé en junior et puis un peu plus en espoir. Quelles sont tes recommandations par rapport à ces quelques jeunes qui sont juniors, certains passent espoir, et à qui on fait déjà manger 5 entraînements, voire 6, il y en a même certains qui doublent, et on leur dit faut y aller, faut y aller. Voilà, je voulais que tu puisses leur donner tes conseils, parce que j'ai bien apprécié les interviews que tu donnes, et notamment celle dans laquelle tu fais la promotion d'étoiles du sport. Je me souviens que c'était en janvier ou en février l'année dernière, où justement tu as une athlète qui sortait plutôt comme toi, et qui en fait on peut réussir même en démarrant qu'à 16 ou 17 ans. Voilà, merci Marie-Josée, merci. Alors, c'est une question assez difficile. Hein. Alors moi je dirais, les coachs qui accompagnent en fait ces jeunes, normalement aujourd'hui ils sont formés pour cela. Ils comprennent justement comment entraîner les petits qui arrivent et qui ont 6 ans à l'école d'athlètes jusqu'aux athlètes seniors. Moi je n'ai pas de formation en fait là-dessus, mais je dirais on doit faire confiance aux gens qui sont formés pour accompagner ces différentes catégories. Je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais je sais que la fédération, en fait, elle travaille sur tous ces sujets-là. Moi, pour ma part, effectivement, j'ai démarré à 16 ans, mais je pense que c'est un peu trop tard, 16 ans, puisque lorsque Jacques Piacenza a commencé à m'entraîner, moi j'avais beaucoup de lacunes. Il y a pas mal de choses en fait que je ne savais pas faire et qu'on apprend quand on rentre en fait à l'école d'athlètes. Après, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et aussi la quantité d'entraînement que les jeunes doivent acquérir en fonction des catégories. Après, je peux aussi parler de ce que j'ai vécu parce que moi je me suis entraînée à Rostock, donc ex-Allemagne de l'Est, parce que j'ai quand même fait le tour de la planète. Effectivement, dans ces pays-là, on s'entraîne énormément, donc tout est fait en fait sur la quantité et pas sur la qualité de l'entraînement. Les Américains, par exemple, ils sont beaucoup plus sur la qualité de ce que l'on fait à l'entraînement, alors que, par exemple, les Allemands, les pays de l'Est, c'était en fait sur la quantité. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Voilà. On va donner la parole peut-être une dernière fois à la salle, mais il y a évidemment une date qu'on n'a pas évoquée dans votre carrière, Marie-Jo, et on ne peut pas passer ça sous silence, c'est pas possible, c'est 2000 et c'est Sydney. J'ai juste une question à vous poser. Vous quittez Sydney, on sait la pression énorme que vous avez subie à cette occasion, vraiment à la limite du supportable, des conditions extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un athlète de très haut niveau vivrait la même chose, ou est-ce que les athlètes d'aujourd'hui sont plus protégés que vous ne l'étiez par rapport aux médias, mais pas que par rapport aux médias? Alors moi je pense que ce que j'ai vécu là-bas c'était quelque chose d'assez particulier, c'était quelque chose de politique,
C'est quelque chose qui avait été, je pense, préparé bien à l'avance. Orchestré. Et donc, est-ce qu'un athlète aujourd'hui peut revivre ça? Je pense que c'est possible. Est-ce que les athlètes aujourd'hui sont mieux préparés? Je dirais que oui, parce que maintenant... Plus protégés. Maintenant, les athlètes sont accompagnés psychologiquement. Dans certaines fédés, il y a un représentant en fait, qui accompagne les athlètes dans les équipes de France sur cette partie-là. Donc, je pense que les choses ont quand même évolué. Oui, oui, parce qu'en 2000, tout le monde ne parle que de Cathy Freeman. Et tout le monde la voit gagner, évidemment, ce 400 mètres. Encore une question dans la salle, et après, je crois que le chrono tourne, et j'en vais vous libérer. Une question peut-être dans la salle? Merci, bonjour Marie-Jo. Voilà, je voulais savoir si, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit sur vous, sur l'athlétisme, si vous avez conscience de ce que vous avez représenté à l'époque et ce que vous représentez toujours pour tout un tas de générations de personnes racisées, voilà. C'est une époque très difficile et à l'instar de Mohamed Ali, vous avez représenté beaucoup de choses en dehors du sport et voilà, merci. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que ma mamie, elle était fan de Mohamed Ali, je pense qu'elle m'avait transmise beaucoup de choses. Et c'est vrai en fait que ces sujets, moi durant ma carrière, en fait la parole, elle n'était pas libérée, donc les gens n'en parlaient pas. Et tout à l'heure, quand j'ai dit, moi je parlais sans ouvrir la bouche, en fait, quand je faisais une course, c'était en fait une manière de montrer, de parler, de montrer que les gens racisés peuvent faire des choses, qu'on pouvait avoir des projets, qu'on pouvait en fait réussir dans la vie. Et les retours que j'avais dans la rue, il y avait une partie de la population qui me disait bravo et une autre partie de la population qui me disait merci. Et en fait, merci et bravo, ce sont deux choses différentes. Les gens qui me disaient merci, c'est parce qu'en fait, ça donnait de l'espoir de se dire qu'ils pouvaient arriver à faire quelque chose. Et les gens qui me disaient bravo, ils étaient heureux de voir en fait cet accomplissement, ça faisait du bien, enfin ils étaient fiers. Mais ce sont deux choses qui sont différentes. Alors, bonne nouvelle, on a quelques minutes supplémentaires. Il y a un moment d'émotion très fort qu'on est en train de vivre ici. Je vais vous passer, n'hésitez pas, faites un signe de la main. Il me semble apercevoir Nicole Duclos. Oui, applaudissements pour Nicole Duclos, parce que ça, franchement, c'est tellement bien. Oui, c'est super. Oui, Marie-Jo. Qui a très envie. Ça, c'est la photo du jour, c'est super. Marie-Jo Pérec et Nicole Duclos, je l'ai aperçue quand elle est arrivée il y a quelques minutes. Deux reines du 400. Merci à Nicole et à son époux d'avoir fait le voyage. Nicole, qui a détenu pendant des années le record du 400, record du monde bien sûr, et battu, et le record du monde est battu par Marie-Jo Pérec. C'est une énorme page de l'athlétisme mondial que nous avons sous les yeux. C'est assez extraordinaire. Ça, c'était pas prévu. On peut tout prévoir dans un entretien comme ça, sauf ça. Bon, j'ai encore une question à poser, mais on va les laisser. Je crois que c'est privé. Nicole, pouvez rester avec nous. Asseyez-vous, Nicole. Vous reprenez le micro, Marie-Jo. Ça, c'est une sacrée surprise. Moi, je l'ai vu arriver là derrière la vitre. Je dis, mais c'est Nicole qui est là, c'est cadeau. C'est une très très belle surprise. Moi, je suis vraiment très touchée. Et puis d'un coup, là, j'ai eu la chair de poule. Là. Ah non, mais c'est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir commencé à écrire cette grande histoire de 400 mètres en France. Et puis après nous, il y en a eu d'autres et il y en aura encore d'autres. Donc merci. Ben oui. Merci. Vous pouvez applaudir à Nicole Duclos, s'il vous plaît. Merci, Nicole. Juste pour terminer, Marie-Jo, comment vous occupez... Alors, vous racontez beaucoup votre parcours, et c'est normal, vous avez envie de transmettre, mais comment vous occupez vos journées en dehors de ça?
Alors en fait, avec le programme d'accompagnement des étoiles du sport, on a beaucoup de boulot. J'aide aussi un peu la Fédération française d'athlétisme en fait à organiser en fait des rencontres avec d'autres athlètes pour nos athlètes. En fait, je suis très très occupée. Après, j'ai un garçon de 15 ans, donc les ados, ça demande beaucoup d'attention. Je fais beaucoup de choses. On organise des événements dans le sport. Puis avec mon mari qui est là, qui est aussi un médaillé olympique de ski accro. Sébastien Foucras. En fait, qui vient des sports d'hiver. On fait beaucoup de choses pour le sport. On a beaucoup bossé pour les JO. Donc on aura les JO chez nous en 2030. Donc pareil, là, on est reparti sur un autre cycle. Donc on est plutôt occupés. Voilà. Juste avant de nous quitter et avant de vous laisser rejoindre la piste qui porte maintenant votre nom, Marie-Jo Pérec, je voudrais vous remercier et juste rappeler qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Ma vie olympique, aux éditions Solar. Et juste citer cette phrase d'Alain Bachung, qui a écrit une chanson sur vous. Et dans cette chanson, il dit « Elle avait le miracle facile ». Je voudrais juste rajouter « peut-être », mais il y a vraiment du boulot autour. Merci Marie-Jo Pérec, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, merci, sincèrement.